Je m'appelle Dina Mosley. J'ai 61 ans. Je possède une entreprise de nettoyage commercial que j'ai bâtie à partir d'un seul contrat et d'une camionnette d'occasion. J'ai donné ma vie à deux choses, mon entreprise et ma fille. Ce mardi matin, j'étais assise à la table de ma cuisine en train de revoir les salaires pour Mosley Commercial Cleaning quand mon téléphone s'est éclairé avec un indicatif régional d'Hawaï que j'ai failli laisser sonner. Failli. Je n'avais pas parlé à Braxton Gulliver depuis 4 ans. Nous partageons un père. C'est là que s'arrête le partage. Après le règlement de la succession de notre mère, ou plutôt après qu'elle n'a pas tant été réglée qu'abandonnée tranquillement par nous deux, nous avons cessé de nous appeler. Pas de dispute, pas de fin formelle, juste deux personnes qui ont posé quelque chose et ne sont jamais revenues pour le ramasser. Alors, quand son numéro est apparu, je suis restée assise là pendant 3 sonneries complètes, car Braxton n'appelle pas sans raison. Et je n'étais pas sûre d'être prête pour sa raison, quelle qu'elle soit. J'ai répondu. Il s'est présenté avec précaution, comme le font les gens lorsqu'ils ne savent pas comment ils seront reçus. Puis il m'a dit que quelque chose d'étrange s'était produit. Un grand mariage à destination avait pris ses quartiers dans son hôtel à Oahu. Braxton possède la propriété, mais il ne passe pas ses journées derrière la réception. Ce qu'il fait, en revanche, c'est accueillir personnellement certains groupes de mariage lorsqu'ils dépensent le genre d'argent qui transforme un week-end en une réservation majeure. Il a dit qu'il avait brièvement parlé avec la mariée lors de l'une de ses présentations et que quelque chose dans son visage l'avait troublé. Pas de mauvaise manière, mais d'une façon familière. Plus tard dans l'après-midi, il s'est surpris à y penser à nouveau. Il est retourné à son bureau et a sorti une vieille photographie qu'il avait gardée pendant des années, prise avant que notre père ne se remarie, à l'époque où toutes les pièces compliquées de notre famille s'emboîtaient encore. J'étais dessus. Ma fille aussi. La ressemblance l'a frappé immédiatement. Il a dit qu'il avait vérifié le dossier du mariage après coup, en partie par curiosité et en partie parce qu'il ne pouvait pas se défaire de cette impression. Le nom d'épouse de la mariée était enregistré comme Marorao. Mais l'une des références de contact familial dans les documents du mariage contenait le nom de famille Mosley. C'était suffisant pour qu'il y regarde à 2 fois. Puis il a dit, quand l'un des employés du service aux clients a interrogé la mariée sur la présence de sa famille à la cérémonie, elle leur a dit que sa mère était décédée il y a 2 ans. Un accident vasculaire cérébral. Il a dit qu'elle semblait à l'aise en le disant, comme si c'était quelque chose qu'elle avait déjà répété. Je n'ai pas parlé. Il a attendu. Je l'ai remercié. Je lui ai dit que je le recontacterais. J'ai raccroché. Je suis restée assise à cette table et je n'ai pas bougé pendant un long moment. Non pas parce que je m'effondrais. Je veux que vous compreniez que je me suis assise là parce que quelque chose en moi est devenu très immobile, très froid et très concentré d'un seul coup. De la façon dont cela se produit lorsqu'une chose énorme est arrivée et que votre corps le comprend avant que votre esprit ne soit prêt à le nommer. Ma fille a dit à des inconnus que j'étais morte. Elle se mariait le lendemain avec un homme que je n'avais jamais vu, dans un état où je n'étais jamais allé, dans un hôtel appartenant à un demi-frère dont elle ignorait l'existence. Et elle avait dit à chaque personne présente à ce mariage que sa mère était morte il y a 2 ans. Si vous suivez cette chaîne depuis un certain temps, vous savez que je ne raconte pas d'histoire. Je n'ai pas vécu. Restez avec moi pour celle-ci. Ce qui s'est passé ensuite vous montrera exactement ce que fait une mère lorsqu'elle réalise que l'enfant pour lequel elle a tout sacrifié a regardé les gens de sa nouvelle vie dans les yeux et l'a effacé. Je me suis levé de table. J'ai marché vers le classeur dans le coin de mon bureau à domicile. J'ai ouvert le 2e tiroir et j'ai sorti un document à reliure spirale de 22 pages, avec des onglets de couleur, imprimé par des professionnels, le plan d'affaires que ma fille m'avait présenté il y a 8 mois. Le même plan que j'avais lu 2 fois, de la première à la dernière page, avant de lui signer un chèque de 250 000 $. Je l'ai posé sur la table devant moi et je l'ai regardé pendant un long moment. Ce plan d'affaires est resté sur la table de ma cuisine toute la nuit. Je ne l'ai pas ouvert. J'en connaissais déjà chaque page. Je l'avais lu 2 fois la première fois que Chal me l'avait mis entre les mains, chaque projection, chaque phase, chaque chiffre qu'elle avait disposé dans ses sections à code couleur comme si elle faisait une présentation devant un conseil d'administration. Je le connaissais parce que c'est ce que je suis. Je ne signe rien que je n'ai pas lu. Je n'écris pas de chèque sans avoir réfléchi. Cette discipline est la raison pour laquelle j'ai encore tout ce que je possède. Laissez-moi vous dire ce que 250 000 $ représente pour une femme comme moi.
J'ai lancé Mosley Commercial Cleaning il y a 30 ans avec un seul contrat, un petit complexe de bureaux près de Camp Creek Parkway dans le sud-ouest d'Atlanta, qui avait besoin d'un nettoyage de nuit 3 jours par semaine. Je conduisais une camionnette d'occasion avec une vitre passager cassée que j'ai recouverte de film plastique pendant les 8 premiers mois. J'étais l'employé, la directrice, la planificatrice et la comptable. Je n'ai pas pris de vacances pendant 6 ans. Je n'ai pas acheté de voiture neuve avant que l'entreprise ne puisse en absorber le paiement sans toucher à mes économies personnelles. Ce compte d'épargne était sacré. Je le traitais comme certaines femmes traitent les bijoux transmis par leur mère. Quelque chose que l'on ne vend pas, contre lequel on n'emprunte pas, et que l'on n'explique à personne. En 30 ans, il avait atteint un peu plus de 300 000 $. Ma retraite. Le seul atterrissage en douceur que je m'étais jamais construit. Chalice a grandi en me regardant le bâtir. Elle s'asseyait à cette même table de cuisine pour faire ses devoirs pendant que je rapprochais les factures. Elle savait ce que chaque dollar de ce compte m'avait coûté, car elle m'avait vu passer les heures qu'il avait rapportées. Il y a 8 mois, elle est venue me voir avec un projet de lancement d'une entreprise d'organisation d'événements haut de gamme. La proposition faisait 30 pages, non, 22 sans l'annexe. Une structure de remboursement trimestriel, des projections de revenus réparties en 3 phases, une SARL déjà enregistrée. Cela ressemblait au travail de quelqu'un qui avait fait ses recherches et pris l'idée au sérieux. Je lui ai posé des questions sur 2 soirées. Elle a répondu à chacune d'elles sans hésitation. Ce que je n'ai pas fait, c'est vérifier la SARL de manière indépendante. Je vis avec cela depuis l'appel de Braxton, non pas avec honte, mais avec clarté. Je suis une femme qui lit les contrats. Je ne suis pas une femme qui effectue des vérifications d'antécédents sur son propre enfant. Cette distinction n'est pas une faiblesse de mon intelligence. C'était une faille délibérée que Chalice comprenait mieux que moi. Elle ne m'a pas trompé en dépit du fait qu'elle me connaissait. Elle m'a trompé parce qu'elle me connaissait. Elle savait exactement jusqu'où allait ma confiance. Et elle a construit son plan à l'intérieur de cette distance. Je lui ai fait signer un accusé de réception avant de lui faire le chèque. Une page, sa signature en bas confirmant qu'elle avait reçu 250 000 $ de Dina Mosley dans le fait de financer l'entreprise détaillée dans la proposition jointe. J'ai gardé l'original. Elle a gardé une copie. Je me souviens avoir pensé que la paperasse était une formalité, quelque chose qu'une femme d'affaires fait par habitude, même lorsqu'il s'agit de la famille. Ce n'était pas une formalité. Cela allait devenir le document le plus important de tout ce qui a suivi. Je suis resté assise à cette table jusqu'après minuit, tournant des pages que j'avais déjà mémorisées, ne cherchant rien de nouveau, simplement habité par le poids de ce que je comprenais désormais, que chaque réponse qu'elle m'avait donnée, chaque projection qu'elle m'avait présentée. Chaque réponse confiante à chaque question que j'avais posée était une performance qu'elle avait préparée spécifiquement pour moi. Elle connaissait mes exigences. Elle y a répondu sur le papier. Elle n'a jamais eu l'intention d'y répondre ailleurs. À 1h27 du matin, j'ai fermé le document, pris mon téléphone et fait défiler les contacts jusqu'à un nom que je n'avais pas appelé depuis des mois, Corbin Haye, mon avocat d'affaires. Je ne l'ai pas appelé pour pleurer. Je l'ai appelé pour lui lire les chiffres. Corbin a décroché à la 2e sonnerie. Je lui ai lu le montant du chèque, la date, le nom de la SARL et la structure de remboursement que Chalice avait présentée dans la proposition. Il ne m'a pas interrompu. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un instant, puis il a dit, apportez tout demain matin, chaque document, chaque page. Je serai là à 9h. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. J'ai raccroché et je me suis mis au travail. J'ai sorti 11 ans de dossiers financiers du classeur et les ai étalés sur la table de la cuisine en piles organisées. Le double du chèque original se trouvait dans le 3e dossier que j'ai ouvert, 250 000 $, Chalice Mosley, daté d'il y a 8 mois. Ma signature en bas, de la même main ferme que j'ai utilisée pour signer chaque document professionnel que j'ai jamais produit. Je l'ai mis de côté. J'ai trouvé l'accusé de réception signé juste derrière. Sa signature, sa date, son écriture confirmant la réception des fonds pour l'usage indiqué dans la proposition jointe. Je l'ai posé à côté du chèque. Ensuite, j'ai photographié chaque page du plan d'affaires avec mon téléphone. 22 pages. J'ai pris chaque photo 2 fois pour m'assurer que rien n'était flou, que chaque chiffre était net et lisible.
J'ai compilé les images dans un seul PDF et je l'ai envoyé par email à Braxton avec un paragraphe d'instruction, imprime ceci. Scelle-le dans une enveloppe neutre. Demande à ta gouvernante la plus fiable de le poser sur la table de la suite pendant le service de couverture ce soir. Pas de nom sur l'enveloppe. Rien d'écrit à l'intérieur. Juste le document. Je savais que Braxton comprendrait la mission. Il m'avait appelé pour une affaire dont la plupart des gens se seraient tenus éloignés. Cela m'en disait assez sur sa position. Ce que j'envoyais à Chalice n'était pas un message. C'était un miroir. Son propre plan d'affaires. Le document qu'elle avait passé des semaines à concevoir pour gagner ma confiance. Placé silencieusement dans la chambre où elle célébrait la vie qu'elle avait construite sur ma tombe. Aucune accusation jointe, aucune exigence, juste le papier posé là pour qu'elle sache que je savais. Et plus important encore, pour qu'elle passe chaque heure restante de cette lune de miel à essayer de calculer ce que j'avais l'intention de faire à ce sujet. Les gens comme Chalice ne paniquent pas quand un plan échoue. Ils recalculent. Elle ouvrirait cette enveloppe, reconnaîtrait ce qu'elle tenait et commencerait immédiatement à construire une nouvelle version des événements qu'elle pourrait me présenter. Ce processus lui prendrait au moins 72 heures. Je comptais là-dessus. Après avoir envoyé l'email, j'ai appelé de Cécile. Ma sœur a répondu à la première sonnerie, comme elle le fait toujours lorsqu'il est tard et que j'appelle. Je lui ai dit ce que Braxton avait dit. Je lui ai parlé du document. Je lui ai parlé de Corbin. J'ai dit tout cela avec le même ton plat que j'utilisais depuis que j'avais raccroché avec Braxton, car c'était le seul ton qu'il me restait. De Cécile a dit qu'elle venait. Je lui ai dit non. J'avais besoin de réfléchir et je ne pouvais pas le faire avec une autre personne dans la pièce. Elle est restée silencieuse un instant, puis elle a dit, « Appelle-moi si cela change. » Je lui ai dit que je le ferais. Je le pensais. Je suis resté assise à cette table jusqu'à 3 heures du matin, sans pleurer, à repasser chaque conversation des 8 derniers mois, chaque visite, chaque appel téléphonique, cherchant les moments que j'avais ignorés, la légère hésitation avant certaines réponses. La façon dont elle me ramenait à la proposition chaque fois que je l'interrogeais sur sa vie personnelle, le fait qu'elle n'ait jamais mentionné une seule fois un homme avec qui elle était assez sérieuse pour se marier. Je n'avais pas été aveugle. J'avais été confiante, il y a une différence, même si le résultat semble le même. À 6h15, je me suis levé, douché, habillé de la même manière que je m'habille pour toute réunion importante, avec soin, sans me presser. J'ai pris mes dossiers. J'ai marché jusqu'à ma voiture. J'ai conduit jusqu'au bureau de Corbin Haye, ressemblant exactement à une femme qui avait un rendez-vous à 9h. Le bureau de Corbin Haye est au 14e étage d'un immeuble de Peachtree Street, où les fenêtres font face au nord et où la lumière entre plate et uniforme toute la matinée. J'étais assise en face de son bureau avec mes dossiers empilés devant moi. Et pendant qu'il examinait les documents que j'avais apportés, une partie de mon esprit était à 4000 miles de là, dans une suite d'hôtels à Oahu. Je savais à quelle heure passait le service de couverture dans un hôtel comme celui de Braxton. En début de soirée, à la même heure chaque nuit. Des serviettes fraîches, des lumières tamisées, 2 chocolats sur l'oreiller. Une routine si pratiquée qu'elle en devient invisible. Vernel aurait posé l'enveloppe sur la table de la suite sans un mot, car c'est à cela que ressemble 20 ans de professionnalisme discret. Aucune explication requise. Juste une enveloppe posée là, comme le font parfois les courriers d'hôtel. Chalice serait revenue du dîner de mariage détendue et heureuse, le champagne encore chaud dans sa poitrine, un nouveau nom de famille, une pièce pleine de gens qui croyaient chaque mot qu'elle leur avait dit. Elle aurait vu l'enveloppe et l'aurait attrapée comme on attrape quelque chose dont on attend qu'il soit agréable. Et puis elle l'a ouverte. J'ai pensé à son visage à ce moment-là plus que je ne devrais l'admettre, non pas avec satisfaction, mais avec une attention spécifique et concentrée, car j'avais besoin de comprendre exactement ce qu'elle avait compris en voyant ces pages. Elle aurait reconnu le document immédiatement. C'est elle qui l'avait créé. Chaque onglet, chaque projection, chaque titre de phase était quelque chose qu'elle avait conçu. Le voir dans cette pièce, dans cette enveloppe, sans aucune note jointe et sans aucun nom écrit nulle part, ce silence lui en aurait dit plus que n'importe quelle confrontation n'aurait pu le faire. Elle savait que j'étais vivante. Elle savait que j'avais découvert la vérité. Elle savait que j'avais déjà agi. Ce qu'elle ne savait pas, c'était jusqu'où allait ce mouvement. Mon téléphone a vibré une fois sur le bureau de Corbin pendant qu'il examinait les documents. Braxton.
Le message ne contenait que 2 phrases, elle l'a vu. Elle a demandé 3 fois à la réception qui l'avait apporté. J'ai regardé l'écran un instant et j'ai posé le téléphone face contre terre à côté de mes dossiers. C'était tout ce dont j'avais besoin. Corbin a posé la dernière page et m'a regardé par-dessus ses lunettes. Il m'a dit que l'enregistrement de la SARL ne montrait aucune preuve d'activité commerciale réelle au-delà de ce qui apparaissait dans les documents que je lui avais déjà apportés. L'adresse de l'agent enregistré était un service de domiciliation commerciale. Pas de registre de paie, pas d'historique d'exploitation qu'il puisse vérifier, pas de contrat client, aucune indication que l'entreprise ait jamais fonctionné comme l'entreprise d'événements actifs qu'elle m'avait présentée. Il l'a dit clairement, l'entreprise que Chali m'avait présentée comme une entreprise d'événements actifs avait la paperasse d'une entreprise réelle et l'intérieur d'une pièce vide. J'ai écouté sans bouger. Il m'a dit que la documentation que j'avais apportée, le double du chèque original, l'accusé de réception signé, la proposition complète faisait de cette affaire l'un des cas de fraude les plus nets qu'il ait examiné ces dernières années. Il a pris soin de préciser que le tableau d'ensemble s'éclaircirait à mesure que d'autres dossiers seraient obtenus. Corbin n'est pas un homme qui fait de fausses promesses. Cette précision est exactement la raison pour laquelle je l'avais appelé. J'ai regardé les dossiers empilés entre nous. 30 ans d'une vie prudente réduite à des pièces justificatives. Chaque dollar que j'avais protégé. Chaque sacrifice que j'avais fait sans me plaindre. Chaque heure que j'avais passée à cette table de cuisine au lieu d'un endroit plus doux. Tout cela était désormais traçable à travers une piste de papier qui menait directement à la signature de ma fille. Je lui ai demandé combien de temps cela prendrait. Il n'a pas précipité la réponse. Il a aligné le bord du dossier supérieur avec 2 doigts et a dit, « Si vous voulez que ce soit bien fait, il faudra le temps nécessaire pour que cela tienne debout. » J'ai acquiescé. J'ai pris mon sac. Je l'ai remercié. J'ai marché jusqu'à l'ascenseur, j'ai appuyé sur le bouton du hall et je suis resté là à regarder les numéros défiler, mes mains parfaitement immobiles à mes côtés. Le temps nécessaire pour que cela tienne debout. Je pouvais attendre. 3 jours de silence m'ont dit tout ce que j'avais besoin de savoir avant qu'elle ne prononce un seul mot. Je m'attendais à l'appel. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était la façon dont le timing confirmait précisément le fonctionnement de l'esprit de ma fille. 72 heures. Pas une seule. Pas 24. 72. Assez de temps pour se remettre du choc. Assez de temps pour construire une nouvelle structure autour des dégâts. Assez de temps pour se convaincre qu'elle avait trouvé un angle qui pourrait encore tourner à son avantage. Quand mon téléphone s'est éclairé avec son numéro le 3e jour, je me suis adossé à ma chaise et je l'ai regardé sonner 2 fois avant de décrocher. Elle a commencé à parler avant même que j'aie fini de dire bonjour. Il y avait une explication. Il y avait un malentendu. L'argent allait toujours être remboursé. Elle en avait toute l'intention. Elle avait juste besoin de temps pour lancer correctement l'entreprise avant le premier paiement. Elle aurait dû mieux communiquer. Elle le savait. Elle était désolée pour la communication. Elle avait besoin de s'expliquer en personne. Si je la laissais seulement s'expliquer en personne, tout s'éclaircirait. Elle a parlé pendant près d'1 minute entière sans s'arrêter, et j'en ai reconnu le rythme. Pratiqué, structuré, chaque phrase s'enchaînant rapidement à la suivante pour qu'il n'y ait pas d'espace pour que je l'interrompe, et aucun silence dans lequel elle risquerait de perdre le contrôle de la direction. Je l'ai laissé finir. Quand elle s'est enfin arrêtée, j'ai dit, « Ma chérie, profite de ta lune de miel. Nous réglerons tout quand tu rentreras. » Puis j'ai raccroché. Elle a rappelé dans les 4 minutes. J'ai posé le téléphone face contre terre sur mon bureau et je suis retourné à la facture que j'étais en train d'examiner avant son appel. Elle a appelé une 2e fois 11 minutes après cela. J'ai laissé passer celle-là aussi. Je savais ce qu'elle faisait dans le silence entre ses appels. Elle était assise quelque part dans cet hôtel, sur le balcon peut-être, ou dans la salle de bain, la porte fermée pour qu'Aldouin ne voie pas son visage, en train de faire tous les calculs possibles. Elle aurait envisagé de requalifier toute l'affaire en indifférent de près entre membres d'une même famille. Elle aurait envisagé de faire appel à mes sentiments de mère. Elle aurait envisagé de présenter un plan de paiement si organisé et si sincère qu'il pourrait adoucir ce que j'avais déjà mis en mouvement. Mais le document dans cette enveloppe fermait chacune de ses portes. Son propre plan d'affaires posé sur cette table de suite signifiait que j'avais déjà les papiers.
Toute histoire qu'elle tenterait de raconter désormais devait s'ajuster autour de 22 pages de ses propres projections, de son propre calendrier de remboursement, de sa propre signature. Il n'y avait aucune version des faits qu'elle puisse construire qui ne commençât par le fait qu'elle m'avait présenté une proposition frauduleuse et qu'elle avait encaissé $250 000 grâce à elle. Alors, elle a fait la seule chose qui lui restait à faire, elle est retournée auprès de son mari et elle a joué le reste de sa lune de miel. Aldouin a remarqué le changement. Je le sais non pas parce que quelqu'un me l'a dit à l'époque, mais parce que je sais comment ces choses évoluent. Une femme qui porte ce genre de poids ne peut pas le cacher complètement à l'homme qui dort à ses côtés. Elle lui a dit que c'était le stress du travail. Il l'a accepté comme les gens acceptent les explications qu'ils ne croient pas tout à fait, mais qu'ils ne sont pas encore prêts à contester, une petite fissure invisible de l'extérieur, du genre de celles qui s'élargissent silencieusement avec le temps. Je suis retourné au travail. J'ai revu les contrats de la semaine. J'ai répondu à 3 emails d'un directeur d'établissement pour l'un de mes comptes de la ville. J'ai dîné à ma table de cuisine et je me suis couché à une heure raisonnable. À 8h40 le lendemain matin, Corbin a appelé. Il a dit que l'audit de la SARL était revenu. Il a dit qu'il y avait quelque chose que je devais voir. J'étais de retour au bureau de Corbin à 9h15. Le résumé de l'audit était imprimé et posé à plat sur le bureau quand je suis entré. Il ne m'a pas proposé de café. Il ne m'a pas demandé comment j'allais. Il a tourné la première page vers moi et a commencé à parler. Et j'ai compris immédiatement que ce qu'il s'apprêtait à me montrer n'était pas un simple décompte d'argent manquant. C'était un plan d'action, un plan complet, délibéré, soigneusement séquencé que ma fille avait échafaudé bien avant d'entrer dans ma cuisine avec cette proposition à reliure spirale. Chaque dollar qu'ils avaient pu retracer jusqu'à présent pointait dans la même direction. L'acompte pour l'hôtel de Hawaï payé directement depuis le compte de la SARL dans les 2 semaines suivant l'encaissement de mon chèque, $85 000 transférés proprement, enregistrés sous le nom de l'entreprise d'événements comme un paiement à un fournisseur. Les dossiers du compte professionnel montraient d'autres retraits au cours des semaines suivantes. Certains étaient liés à des frais de voyage. Certains semblaient liés à des prestataires de mariage. D'autres n'avaient aucun but commercial évident. Et puis, le chiffre qui m'a arrêté, $52 000. Corbin a expliqué que les dossiers commerciaux montraient un transfert de ce montant quittant le compte de la SARL 4 mois avant le mariage. Grâce aux informations recueillies dans les dossiers connexes et aux enquêtes professionnelles, son cabinet avait des raisons de croire que ces fonds avaient finalement fait partie d'un montage financier lié à Chali et Aldouin Marorao. Selon les informations qu'ils avaient recueillies, l'argent avait été présenté comme faisant partie de la contribution financière personnelle de Chali au mariage, son argent à elle, issu de son entreprise. La preuve qu'elle était une femme ayant une situation financière indépendante. Chaque dollar provenait de mon chèque. Je suis resté assise avec cela pendant un long moment. Non pas parce que j'avais besoin de temps pour comprendre. J'avais compris immédiatement. J'y suis resté parce que comprendre une chose complètement et absorber ce qu'elle signifie concernant la personne qui l'a faite sont 2 expériences différentes, et la seconde exige plus qu'un instant. Ce n'était pas impulsif. Il n'y avait aucune version de cela que l'on puisse qualifier d'erreur, d'écart de conduite ou de plan ayant échappé à tout contrôle. La SARL avait été enregistrée avant qu'elle ne m'approche. Les arrangements financiers conjoints avec Aldouin étaient apparus après qu'elle avait déjà obtenu la confirmation que je signerais le chèque. Toute la structure, la proposition, le calendrier de remboursement, la présentation professionnelle n'existait que dans un seul but, transférer $250 000 de mon compte de retraite vers une vie qu'elle construisait sans moi. Elle ne m'avait pas pris cet argent négligemment. Elle l'avait programmé. J'ai interrogé Corbin sur les $52 000 liés au montage financier des Marorao. Il a posé son stylo et l'a expliqué avec soin. S'il pouvait être démontré que ces fonds provenaient d'une transaction frauduleuse, la source de l'argent devenait hautement pertinente. Le fait qu'il ait ensuite été transféré dans un montage financier partagé n'effaçait pas sa provenance. L'origine des fonds importe. Si la transaction sous-jacente était contestée avec succès, les transferts qui y étaient liés pouvaient également faire partie de cette contestation. Certaines questions nécessiteraient une procédure formelle de communication de pièces pour obtenir des réponses complètes, mais ce qu'il avait déjà vu l'inquiétait. Chalice n'avait pas seulement commis une fraude à mon encontre. Elle avait apporté de l'argent litigieux dans son mariage sans que son mari en connaisse la source. Quoi qu'Aldouin Marorao ait cru bâtir avec sa femme, une partie de ses fondations reposait sur mon compte de retraite, présenté comme quelque chose qu'il n'était pas.
J'ai demandé à Corbin si la famille Maroro en avait déjà eu la moindre idée. Il a marqué une pause. Puis il a dit, c'est en fait quelque chose que je dois vous dire. L'avocat de l'hôtel de Braxton avait fait une demande de renseignements professionnels concernant le paiement de la SARL qui était passé par l'établissement. Rien d'inhabituel en soi. Les transactions importantes soulèvent parfois des questions lorsque les avocats commencent à examiner les dossiers connexes. La demande a fini par atteindre un confrère dont le cabinet entretient des relations de travail avec le conseil juridique de la famille Maroro. Je l'ai regardé. Il a dit, je ne sais pas encore ce qui a été communiqué, mais la demande a été faite. Je n'avais pas de photographie de Rosalind Maroro. Je n'avais jamais entendu prononcer son nom à haute voix avant que l'appel de Braxton ne lève le voile sur tout ce que Chalice avait construit. Ma fille avait gardé ces deux mondes si complètement séparés que les Maroro et moi existions dans la même ville sans un seul point de contact entre nous. Cette séparation n'était pas fortuite. C'était de l'architecture. La même architecture méticuleuse qu'elle appliquait à tout le reste. Ce que je n'en savais pas, ce que je ne pouvais pas savoir, c'était que Rosalind Maroro était déjà attentive. 6 mois avant ce mariage à Hawaï, Rosalind avait commandé une vérification des antécédents de Chali, non pas par cruauté, mais par cette vigilance particulière qui vient après avoir passé des décennies à protéger un patrimoine bâti sur plusieurs générations. Le nom Maroro avait du poids à Atlanta. Des propriétés immobilières, des relations civiques, le genre de réputation qu'il faut 40 ans pour établir et un seul mauvais mariage pour compliquer. Rosalind avait regardé son fils tomber amoureux d'une femme qui arrivait avec une présentation impeccable et presque aucun historique vérifiable derrière l'histoire qu'elle racontait. Le rapport était revenu incomplet d'une manière qui la dérangeait, non pas vide, mais incohérent. Le récit de l'orpheline que Chalice avait partagé avec la famille Maroro ne correspondait pas tout à fait au registre que les enquêteurs avaient pu localiser. L'histoire de l'entrepreneuse autodidacte menait à une entreprise d'événements n'ayant que peu de preuves d'un historique d'exploitation réel. Le profil financier d'une femme se présentant comme une femme d'affaires au succès indépendant paraissait anormalement superficiel par rapport à l'image qu'elle avait décrite. Il y avait des registres. Il y avait des adresses. Il y avait une vie. Ce qui inquiétait Rosalind, c'était que l'histoire documentée et l'histoire racontée ne semblaient pas s'emboîter naturellement. Une vérification d'antécédents sur une femme de 34 ans devrait répondre à plus de questions qu'elle n'en crée. Celle-ci avait fait le contraire. Rosalind l'avait apporté à Aldouin une fois. Elle avait posé le rapport sur la table devant lui et lui avait dit calmement ce qui l'inquiétait. Il l'avait regardé. Il lui avait dit que Chalice lui avait expliqué son parcours directement et qu'il était satisfait de ce qu'elle avait partagé. Il avait demandé à sa mère de faire confiance à son jugement. Elle n'avait pas discuté. Elle avait repris le rapport. Elle l'avait classé dans le tiroir de son bureau dans le bureau d'études, et elle avait attendu avec la patience d'une femme qui comprenait que le temps a une façon d'éclairer ce que l'incertitude laisse irrésolu. À présent, le cabinet d'avocats de sa famille, le même cabinet que les Maroro utilisaient depuis 30 ans, avait signalé un problème potentiel concernant la SARL qui avait traité le paiement du mariage. Une demande de renseignement professionnel transmise par un confrère lié à l'hôtel de Braxton avait soulevé des questions que le cabinet estimait mériter un examen plus approfondi. Une seule question suffisait. Le cabinet des Maroro n'avait pas besoin qu'on le lui dise à 2 fois pour examiner un dossier avec attention. Rosalind a appelé Aldouin. Elle lui a demandé de venir à la maison seule avant le dîner du dimanche. Elle l'a dit une fois, sur le même ton calme qu'elle utilisait pour tout ce qui comptait. Elle n'a donné aucune explication. Elle n'en avait pas besoin. Aldouin avait entendu ce ton exactement 3 fois dans sa vie, et il savait ce qu'il signifiait. Rien de tout cela ne m'était encore parvenu. J'étais à mon bureau à Atlanta en train d'examiner les salaires de la semaine, le même travail que je faisais chaque jeudi depuis 30 ans. Mon monde, en surface, semblait complètement inchangé. Mosley Commercial Cleaning gérait ses contrats, payait ses employés, fonctionnait exactement comme elle l'avait toujours fait. Ce qui bougeait dans d'autres parties de cette ville bougeait sans ma participation directe. Et c'était précisément ainsi que je l'entendais. Mon téléphone s'est éclairé sur le bureau à côté de mon clavier. Un indicatif régional d'Atlanta, un numéro que je ne reconnaissais pas, un préfixe commercial, du genre de ceux qui mènent à une adresse d'entreprise plutôt qu'à un portable personnel. Je l'ai pris. L'homme à l'autre bout du fil parlait d'une voix posée, sans hâte. Et a dit qu'il espérait ne pas me déranger. Il a dit qu'il s'appelait Atel Maroro.
Il m'a dit immédiatement qu'il m'appelait de sa ligne de bureau, une adresse commerciale à Buckhead, pour que je sache exactement avec qui je parlais avant de décider de continuer à écouter ou non. Cette petite courtoisie m'en a dit long sur lui avant même qu'il ne prononce un autre mot. J'ai continué à écouter. Atel Marrero parlait comme parlent les hommes qui ont passé leur vie à penser ce qu'ils disent et qui ont cessé de voir la moindre raison d'aborder les choses indirectement. Il m'a dit que sa famille avait eu des inquiétudes concernant Chalice avant le mariage, qu'il aurait aimé qu'il poursuive avec plus d'insistance. Il m'a dit que Rosalind avait commandé un rapport d'antécédents des mois plus tôt qui avait produit des résultats qu'elle trouvait troublants. Il a dit qu'elle aimerait que je le voie, non pas pour monter un dossier, simplement parce qu'elle estimait que j'avais le droit de savoir ce qu'ils avaient trouvé et choisi, à leur grand regret, de ne pas exploiter. Il a expliqué qu'après l'apparition des questions entourant la SARL, leur avocat avait passé plusieurs jours à examiner les informations disponibles avant de conseiller à la famille que ses préoccupations méritaient une attention plus étroite. C'était seulement à ce moment-là que Rosalind avait décidé qu'il devait me contacter. Puis il a dit, « La famille Marrero n'est pas votre ennemi, Madame Mosley. » Je n'ai pas répondu immédiatement. J'évaluais l'appel, son ton, son but, ce qu'il attendait de moi. Un homme dans la position de Marrero ne contacte pas une femme qu'il n'a jamais rencontrée sans une raison qui sert les intérêts de sa famille autant que les siens. Je le comprenais. Je ne lui en tenais pas rigueur. L'intérêt personnel honnête est une chose que je respecte beaucoup plus que la générosité de façade. Il m'a dit qu'il ne m'appelait pas pour me demander de retirer les poursuites judiciaires. Il a été explicite sur ce point. Tout ce que Corbin construisait m'appartenait et je pouvais le poursuivre sans ingérence de leur côté. Puis il m'a posé une question. Il a dit, savait-elle ce qu'elle vous prenait? La question est restée suspendue dans l'air entre nous, et j'en ai ressenti tout le poids, non pas ce qu'elle avait pris, ni combien. Savait-elle? Était-elle consciente du coût spécifique pour la personne spécifique à qui elle le prenait? J'ai dit, oui. Atel est resté silencieux un instant, pas un long moment, juste assez pour confirmer que la réponse avait porté de la manière qu'il attendait. Puis il a dit, alors, nous nous comprenons. Ce fut notre échange, propre, direct et complet en 11 minutes. Quand l'appel a pris fin, j'ai posé mon téléphone sur le bureau et je suis resté assise très immobile pendant un moment. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un de cette famille me contacte. Il m'était préparé à ce que les Marrero fassent bloc autour de leur fils. À ce qu'ils traitent cette affaire comme une question familiale privée ne nécessitant aucune reconnaissance de mon existence. C'est ce que font souvent les familles qui ont quelque chose à protéger. Au lieu de cela, Atel avait appelé de sa ligne de bureau, exposé clairement son but, offert de me transmettre le rapport de sa femme et posé la seule question qui tranchait sous toutes les couches juridiques et financières pour aller droit au cœur humain de ce qui s'était passé. Ce que j'ai ressenti n'était pas de la chaleur. Je veux être précise à ce sujet. C'était de la reconnaissance. La reconnaissance spécifique qui s'établit entre deux personnes qui ont passé leur vie à bâtir quelque chose de réel et qui se retrouvent de manière inattendue du même côté d'une perte que ni l'un ni l'autre n'aurait dû avoir à absorber. Il avait construit quelque chose. J'avais construit quelque chose. Et la même personne avait traversé nos deux vies et pris ce dont elle avait besoin sans demander la permission à aucun de nous. Je le comprenais. Il me comprenait. Cela suffisait. Le dîner du dimanche chez les Marrero avait lieu dans 2 jours. Chalice serait assise à cette table avec son mari et sa nouvelle famille, pensant que la partie la plus difficile était derrière elle, croyant que si elle pouvait simplement me gérer, elle pourrait encore préserver tout le reste. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait déjà dans ce bureau. Rosalind m'a appelé le matin suivant l'appel d'Atel. La conversation a duré 6 minutes. Elle m'a dit ce qu'elle avait l'intention de faire ce dimanche-là et elle m'a dit précisément comment elle comptait s'y prendre. Elle a parlé sans me demander ma permission et sans exiger mon approbation. Elle ne me consultait pas. Elle m'informait par courtoisie parce qu'elle estimait que j'avais gagné le droit de savoir. Quand elle a eu fini, j'ai dit, c'est votre maison, Rosalind. Faites ce que vous devez faire. Elle a dit, oui. Et elle a raccroché. Ce soir-là, elle m'a rappelé et m'a raconté tout ce qui s'était passé. Je vais vous le raconter comme elle me l'a raconté, mot pour mot, de la façon dont le font les femmes précises lorsqu'elles veulent qu'une chose soit comprise correctement. La table était dressée quand Aldouin et Chalice sont arrivés. De la belle vaisselle, des fleurs fraîches, le genre de présentation sans effort qui demande un effort considérable pour être produite. Atel les a accueillis à la porte.
Il a serré la main de son fils, a embrassé Chalice sur la joue et a dit qu'elle avait bonne mine. Rosalin est sorti de la cuisine, les a serrés tous deux dans ses bras et a guidé tout le monde vers la table comme s'il s'agissait de n'importe quel autre dimanche. La nourriture était parfaite. La conversation était agréable. Chalice était détendue. Rosalin l'a noté spécifiquement, elle était impliquée, attentive, riant au bon moment. Une femme qui croyait que la partie difficile de sa vie était derrière elle et que tout ce qu'elle avait à faire maintenant était de bien se comporter lors des dîners de famille jusqu'à ce que la performance devienne naturelle. Ulla Britton était déjà assise au bout de la table à leur arrivée. L'amie la plus proche de Rosalin. 30 ans dans la vie de l'autre, dans les cercles de l'autre, aux tables de l'autre. Chalice l'aurait simplement perçue comme une amie de la famille et rien de plus. Vers la fin du repas, lors d'une pause naturelle dans la conversation, Rosalin a posé sa fourchette et a mentionné presque comme une pensée après coup que sa chère amie Ulla prévoyait une célébration à l'étranger et qu'elle avait du mal à trouver un coordinateur d'événements fiable. Elle a regardé chaleureusement Chalice et lui a demandé « Quel était le nom de l'entreprise qui s'est occupée de ton mariage à Hawaï ? J'aimerais beaucoup le lui transmettre. » Chalice a donné le nom de la SARL sans une hésitation. Fluide, confiante, la réponse d'une femme qui avait utilisé ce nom tant de fois qu'il ne demandait aucune réflexion. Rosalin a souri et a dit qu'elle le transmettrait. Puis elle a orienté la conversation sur toute autre chose. Ulla n'a rien dit. Elle a levé sa tasse de café et a bu. Une fois la table débarrassée, Rosalin a demandé à Aldouin de l'aider à trouver quelque chose dans le bureau. Il l'a suivi dans le couloir. Elle a ouvert la porte, a attendu qu'il entre, puis a posé 2 documents côte à côte sur le bureau, le rapport de vérification d'antécédents d'il y a 6 mois et le résumé de fraude que son avocat avait préparé à partir de l'enquête sur la SARL. Elle les a posés avec les mêmes mains qui avaient dressé la table du dîner, avec soin, sans se presser. Puis elle est sortie et a refermé la porte derrière elle. Aldouin est resté seul dans ce bureau pendant 20 minutes. Chalice attendait dans le salon. Rosalin lui a proposé un autre café. Elle a accepté. Elles ont parlé de choses sans importance. Ulla était assise à proximité et disait très peu de choses, et son silence avait une texture que Chalice n'aurait pas pu nommer, mais qu'elle a dû ressentir. Quand Aldouin est revenu dans le salon, son visage affichait l'impassibilité prudente d'un homme qui gère quelque chose qu'il n'a pas encore décidé comment porter. Il a remercié sa mère pour le dîner. Il a dit à Chalice qu'il était temps de partir. Dans la voiture, elle a essayé à 2 reprises de l'atteindre. Il a répondu par des phrases courtes. Au moment où ils se sont garés sur leur place de stationnement, elle avait compris que quelque chose s'était brisé. Elle ne pouvait simplement pas encore en cerner la forme. Rosalin m'a appelé le lundi soir pour me raconter comment le dimanche s'était terminé. Je l'ai remercié, j'ai posé le téléphone et je suis allé me coucher à mon heure habituelle. Quoi qu'il se passât dans cet appartement à l'autre bout de la ville, ce n'était plus quelque chose que je pouvais contrôler ou que j'avais besoin de contrôler. J'avais construit ce que j'avais besoin de construire. D'autres personnes vivaient désormais à l'intérieur des conséquences de ce que Chalice avait échafaudé. J'ai appris le reste plus tard, des bribes par Corbin, un mot rapide d'Atel lors d'un appel de suivi cette semaine-là, et finalement par Chalice elle-même. J'ai assemblé les pièces comme j'assemble la plupart des choses, avec soin, sans me précipiter vers des conclusions. Aldouin était parti avant qu'elle ne se réveille. Pas de mots, pas de SMS qui l'attendait sur son téléphone lorsqu'elle a ouvert les yeux. Juste son côté du lit, vide, et l'appartement chargé de ce silence particulier qui semble différent du calme ordinaire du matin. Elle l'a appelé à 7 heures. Il a laissé l'appel aller vers la messagerie. Elle a rappelé à 7h40 et cette fois, il a répondu, 3 phrases. Réunion matinale, à la maison pour le dîner. L'appel a pris fin avant qu'elle ne puisse poser une question. Elle l'aurait perçu immédiatement. La différence entre un mari qui est brièvement indisponible et un homme qui a déjà pris une décision réside dans la texture de 3 phrases. Les mots étaient neutres. Le ton était contrôlé. Contrôler n'est pas la même chose que rassurant, et Chalice était une personne trop observatrice pour ne pas faire la différence. Il n'était pas à la maison pour le dîner. D'après ce que j'ai pu reconstituer plus tard, elle a passé cette journée à faire ce que font les gens lorsque la structure qu'ils ont construite commence à vaciller sous leurs pieds. Les Maroro avaient vu les documents. Cela était confirmé par le trajet de retour de la veille. Aldouin avait lu quelque chose dans ce bureau qui avait changé la texture de sa voix.
Quelle que soit l'explication qu'elle préparait à présent, elle devait tenir compte de ce qui était déjà entre leurs mains. Les options qui s'offraient à elle se réduisaient. Un avocat officialiserait les choses rapidement. Aldouin répondait à ses appels mais ne lui donnait rien. La seule porte restante qui n'avait pas encore été compliquée par la paperasse, les avocats et les enquêtes familiales, c'était moi. Elle n'a pas appelé d'abord. Ce détail venait directement d'elle. Appeler donne à l'autre personne l'occasion de refuser avant que vous n'ayez eu la chance d'être présente dans la pièce. Se présenter élimine cette option. Vous êtes déjà là, déjà visible, exigeant déjà une réponse qu'un téléphone permet à quelqu'un de refuser. Que ce soit consciemment ou non, ce fut le choix qu'elle fit. Elle a conduit jusqu'à ma maison parce que cela offrait la meilleure chance d'une conversation qu'elle ne pouvait plus contrôler à distance. J'étais à mon bureau quand j'ai entendu la voiture s'arrêter. J'ai reconnu le bruit de son moteur, un détail qui reste gravé dans la mémoire d'une mère comme certaines choses s'y logent sans y avoir été placées délibérément. Je me suis levé. J'ai marché vers la porte d'entrée. Je l'ai ouverte avant qu'elle n'atteigne les marches. Elle avait l'air de ces gens qui ont passé une journée entière à préparer une conversation et qui se trouvent maintenant au seuil de celle-ci, calme en surface, extrêmement tendue en dessous. Elle a ouvert la bouche pour commencer ce qu'elle avait répété sur le trajet. Je me suis écarté. Je n'ai pas prononcé son nom. Je n'ai pas dit d'entrée. J'ai simplement libéré de l'espace dans l'encadrement de la porte et j'ai marché vers la cuisine parce que, quoi qu'elle soit venue me dire, elle allait le dire à ma table, dans ma maison, selon mes conditions. La porte s'est refermée derrière elle. J'ai rempli 2 tasses sans lui demander si elle en voulait une. J'ai posé la sienne sur la table devant la chaise en face de la mienne. Je me suis assise. J'ai entouré ma propre tasse de mes 2 mains et j'ai attendu. Chalice s'est assise. Elle a regardé le café un instant. Puis elle m'a regardé et quelque chose dans mon immobilité, le fait que je ne sois pas en colère, que je ne pleure pas, que je ne me penche pas en avant avec des accusations a semblé relâcher tout ce qu'elle avait retenu pendant tout le trajet. Elle a commencé à parler. Les mots sont sortis dans le rythme irrégulier de quelque chose qui avait été comprimé pendant longtemps. La honte d'abord, la honte particulière d'avoir grandi dans le sud-ouest d'Atlanta, de me voir partir avant le lever du soleil et revenir après la nuit tombée, d'amener des amis dans un appartement où les meubles étaient fonctionnels. Où le quartier était difficile et où rien ne ressemblait à ce qu'elle voulait que sa vie soit. Elle a dit qu'elle m'aimait. Elle l'a dit rapidement, comme si elle avait besoin que ce soit consigné avant tout le reste. Puis elle a continué. Elle a parlé des Marorao, de la première fois qu'elle avait visité leur maison et compris la distance entre l'endroit d'où elle venait et celui où Aldouin avait grandi, de la peur que s'il regardait jamais de trop près ses origines, la relation n'y survive pas. Elle a dit qu'elle s'était dit que c'était temporaire, qu'une fois établie, une fois l'entreprise réelle et l'argent remboursés, et qu'elle aurait construit quelque chose qui puisse rivaliser avec ce qu'il possédait, elle trouverait un moyen de tout réunir. Elle a parlé des acquis financiers, de la façon dont elle s'était convaincue que le plan d'affaires était assez réel dans l'intention pour justifier ce qu'elle avait fait. Du calendrier de remboursement qu'elle avait sincèrement prévu d'honorer. Du matin où elle avait inscrit la date du premier paiement dans son calendrier, puis l'avait déplacé à nouveau, puis avait cessé de la regarder. Elle n'a jamais appelé cela un vol. J'ai remarqué que, même maintenant assise en face de moi, elle utilisait des mots comme pression, peur, temporaire et intention. Elle essayait de s'expliquer honnêtement, mais il y avait encore des endroits où elle ne pouvait pas tout à fait se résoudre à se tenir. Elle pleurait avant d'en arriver à la moitié, sans jouer la comédie. J'ai vu ma fille jouer des émotions depuis qu'elle a 7 ans, et je connais la différence. C'était réel. Le chagrin d'une femme qui était arrivée au bout d'une longue série de choix et pouvait enfin voir la forme de ce que ces choix lui avaient coûté. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas cherché sa main. Je ne lui ai pas offert le réconfort qu'elle avait peut-être espéré voir dissimulé derrière mon immobilité. Quand elle a fini, la pièce était silencieuse. Elle a essuyé son visage avec le revers de sa main et m'a regardé avec l'ouverture épuisée de quelqu'un qui avait dit tout ce qu'il était capable de dire et qui attendait simplement. Je l'ai regardé pendant un long moment. Puis j'ai dit, je sais. Non pas, je te pardonne. Non pas, je comprends. Non pas, tout va bien se passer. Juste ces 2 mots, plats et entiers, parce qu'ils étaient les seuls à être entièrement vrais. Je connaissais sa honte. Je connaissais sa peur. Je connaissais le plan et l'intention.
Et le matin où elle avait cessé de regarder le calendrier. Je savais tout cela. Et cela ne changeait absolument rien à ce qui devait se passer ensuite. J'ai dit, Corbin s'occupe de l'aspect juridique. Je ne peux plus retirer cela maintenant, même si je le voulais. Ce qui se passera ensuite se jouera entre toi et les tribunaux. Je me suis levé. J'ai rincé ma tasse et je l'ai posée sur l'égouttoir. J'ai dit, verrouille la porte en partant. J'ai marché dans le couloir vers ma chambre et j'ai fermé la porte. Pas un claquement, juste une fermeture. Le bruit calme et final d'une femme retournant dans le seul espace de sa maison qui lui appartenait encore entièrement. 3 jours de la suite, Chalice s'est vu signifier les papiers à l'appartement. La demande indiquait, annulation, pas divorce. Corbin m'a appelé un jeudi après-midi avec ce ton mesuré qu'il utilise lorsque les informations sont importantes et qu'il veut s'assurer que je les entends sans que la livraison n'en occulte le contenu. Il m'a dit que l'avocat de la famille Maroro avait déposé une demande d'annulation de mariage. Il l'a dit clairement, puis il m'a laissé un moment avant de poursuivre. Les motifs étaient une fausse déclaration matérielle, spécifiquement les antécédents financiers mensongers de Chali, l'origine litigieuse des $52 000 qu'elle avait présentés à Aldouin comme des économies personnelles, et l'affirmation délibérée que sa mère était décédée. Ce dernier détail, a expliqué Corbin, avait un poids particulier. Il ne s'agissait pas d'un éloignement familial qu'elle avait gardé privé. C'était un mensonge actif et répété dit directement à la famille Maroro comme faisant partie des fondations sur lesquelles ce mariage avait été construit. Leur avocat avait documenté plusieurs cas où Chalice avait affirmé que sa mère était morte d'un AVC. Cela faisait partie de l'identité qu'elle avait construite pour garantir la relation. Je suis resté assise avec cela un moment, non pas la formulation juridique, mais le fait brut, ma fille avait regardé des gens dans les yeux de manière répétée pour leur dire que j'étais morte. Non pas comme une métaphore, non pas comme une exagération. Comme un fait affirmé qu'elle offrait sans hésitation chaque fois que le sujet était abordé. Corbin s'est montré honnête avec moi, comme il l'est toujours. Il a dit que l'annulation sur ces motifs était une procédure agressive. La loi de Géorgie est restrictive lorsqu'il s'agit d'annuler un mariage pour fausse déclaration et le seuil est élevé. L'avocat des Maroro le savait en s'engageant dans cette voie. Il a dit qu'il n'y avait aucune garantie qu'un juge accorde finalement l'annulation. Le tribunal pourrait décider que les faits justifiaient une issue entièrement différente. Mais il a dit que la démarche elle-même était lourde de conséquences, indépendamment de son issue finale, car la procédure forcerait des questions difficiles à être exposées au grand jour. Des documents seraient demandés. Des dossiers financiers seraient examinés. Des affirmations devraient être étayées. Des allégations devraient trouver réponse. Je lui ai demandé ce que cela signifiait concrètement pour Chali. Il l'a expliqué clairement. Quelles que fussent les attentes qu'elle avait pu avoir concernant la sécurité financière de ce mariage, elles étaient désormais soumises à un examen juridique rigoureux. Si l'annulation aboutissait, il n'y aurait pas de patrimoine conjugal à partager ni de règlement à négocier, car le mariage serait traité comme s'il n'avait jamais existé légalement. S'il échouait, les allégations et les pièces justificatives feraient tout de même partie d'un processus que ni l'une ni l'autre des parties ne pourrait facilement ignorer. Quoi qu'il en soit, l'avenir tranquille qu'elle semblait avoir planifié s'était évanoui. Tout ce pourquoi elle s'était efforcée de se positionner au sein de la famille Maroro était devenu incertain avant même qu'elle n'ait passé 30 jours dans le mariage. J'ai remercié Corbin. Je lui ai dit de me tenir informé. J'ai raccroché et je suis retourné au contrat que j'examinais avant son appel. Ce que je ne savais pas ce jeudi-là, ce qui ne m'est parvenu que plus tard par la manière particulière dont les informations circulent dans cette ville, c'est qu'Ulla Britton avait déjeuné cette même semaine avec 2 femmes du milieu caritatif qu'elle fréquentait depuis 3 décennies. Le déjeuner était banal sous tous les aspects visibles, un bon restaurant, une compagnie agréable, la conversation habituelle de femmes qui se connaissent depuis assez longtemps pour parler à demi-mot. À un moment donné, Ulla a mentionné que la famille Maroro traversait une situation difficile impliquant la nouvelle épouse d'Aldouin. Elle l'a dit calmement. Elle a dit qu'elle n'avait pas tous les détails. Elle a exprimé une réelle inquiétude pour Rosalyn et est passée à autre chose en moins de 2 minutes. Elle ne cancanait pas. Ulla Britton n'avait jamais été une commère en 30 ans. Elle était simplement une femme qui disait une chose vraie à 2 personnes en qui elle avait confiance dans une pièce où la confiance avait sa propre façon de voyager. Dès le dimanche suivant, les contours de ce qui s'était passé étaient connus de toutes les personnes d'importance de ce milieu. Pas par moi, pas par les Maroro publiquement, juste connus.
De la façon dont certaines choses finissent par se savoir dans le vieil Atlanta quand la bonne personne dit la bonne vérité à la bonne table. Mon téléphone s'est éclairé le vendredi après-midi. Chalice. Je l'ai regardé sonner et je suis retourné à mes contrats municipaux pour le trimestre suivant. Corbin m'a appelé la veille de la première séance de médiation. Non pas pour me préparer émotionnellement, il savait à quoi s'en tenir. Il a appelé pour confirmer que chaque document était déposé, chaque pièce numérotée, et chaque élément de la plainte pour fraude civile étayé par un élément physique qui pouvait être posé sur une table devant un autre avocat et résister à l'examen. Je lui ai dit que je n'assisterais à aucune des séances. Il a dit qu'il le savait. Il a dit qu'il m'appellerait après chacune d'elles. Je suis allé travailler. La première séance a duré 2 heures. Corbin m'a dit ensuite que l'avocat de Chalice avait commencé par présenter les 250 000 $ comme un prêt familial informel, le genre d'arrangement entre une mère et sa fille qui porte un poids moral mais pas de conditions juridiques contraignantes. Un cadeau habillé du langage d'un prêt, improuvable sur le papier. Corbin a laissé son confrère terminer son argument, puis a posé l'accusé de réception signé sur la table. Une page, sa signature, la date, le but indiqué, la proposition jointe référencée par son nom. Cet argument n'a pas survécu à la séance. La deuxième séance a eu lieu une semaine plus tard. Son avocat a changé de position. Il a reconnu le transfert documenté mais a soutenu que le montant du remboursement devait être réduit pour des motifs de difficultés financières. Sa cliente disposait d'actifs limités, d'un mariage en cours de dissolution et d'aucun revenu d'exploitation d'entreprise. Corbin a posé l'historique des transactions de la SARL sur la table à côté de la confirmation de paiement de l'hôtel de Hawaï et du transfert de 52 000 $ liés aux arrangements financiers de Chalice avant le mariage. Il a fait remarquer que les 2 mouvements avaient eu lieu dans les semaines suivant l'encaissement de mon chèque et que les difficultés financières invoquées étaient apparues après que les fonds avaient été dépensés. Cet argument n'a pas eu plus de poids que le premier. À la 3e séance, quelque chose avait changé dans la pièce. Corbin l'a décrit sans commentaire. L'avocat de Chalice ne présentait plus de stratégie. Il orientait sa cliente vers une conclusion qu'elle n'avait pas encore acceptée, mais qu'elle ne pouvait plus éviter par manque d'échappatoire. La négociation qui restait ne portait pas sur le fait qu'elle signerait ou non. Elle portait sur la structure des modalités de remboursement et sur le délai qui lui serait accordé pour les respecter. Un accord a été trouvé sans procès. Tous les dollars n'étaient pas récupérables. Certains fonds avaient disparu. Certains frais resteraient à ma charge. Mais il existait suffisamment de documentation pour étayer une résolution structurée. Chalice a signé un jugement civil exigeant un remboursement selon un calendrier défini. La SARL a été légalement dissoute dans le cadre de l'accord. Le jugement civil s'est rattaché à son casier judiciaire le jour même où l'encre a séché, non pas comme un obstacle permanent à toute activité commerciale future, la loi ne fonctionne pas avec ce genre de force brutale. Mais comme un élément documenté qui pourrait refaire surface chaque fois qu'un prêteur, un investisseur ou un partenaire commercial choisirait de mener un examen préalable. Il resterait là, tranquillement attaché à son nom pour quiconque chercherait à savoir. J'étais à mon bureau pendant chaque séance. J'ai examiné des contrats. J'ai répondu à des emails. J'ai approuvé une commande de fourniture pour l'un de mes comptes de la ville. J'ai fait le travail que j'avais toujours fait, car le travail ne s'arrêtait pas pour des circonstances personnelles et je ne le lui avais jamais demandé. Corbin a appelé le soir où le jugement a été signé. Il m'a présenté les conditions finales et a confirmé que tout était exécuté et enregistré. Puis il a marqué une pause, de la façon dont il le fait lorsqu'il y a une dernière chose qu'il a hésité à me livrer. Il a dit, il y a autre chose. Au cours des dernières semaines, des personnes de l'industrie événementielle d'Atlanta avaient commencé à poser des questions. La SARL dissoute, les enregistrements publics et le jugement étaient devenus accessibles à quiconque effectuait une vérification professionnelle de routine. Des prestataires qui auraient autrefois accordé leur confiance demandaient désormais des documents, des références et des explications avant de s'engager. Il a dit, « J'ai pensé que vous deviez le savoir, même si je me doute que cela ne vous surprendra pas. » Cela ne m'a pas surprise. Je n'ai jamais passé un seul appel qui ne concernât pas ma propre affaire judiciaire. Je n'ai jamais rien publié en ligne. Je n'ai jamais prononcé le nom de Chalice devant quiconque en dehors de Corbin, Deci, Braxton et les Marorao. Je veux que cela soit consigné, car ce qui s'est passé ensuite n'a rien à voir avec une démarche que j'aurais entreprise et tout à voir avec la façon dont certains milieux maintiennent leur propre ordre sans qu'on le leur demande.
Corbin m'a raconté la majeure partie de cela au cours de 2 appels distincts cette semaine-là. Chalice avait tenté, dans les semaines séparant notre conversation de cuisine et la séance finale de médiation, de se réintroduire auprès de 2 des principaux réseaux de prestataires d'organisation d'événements d'Atlanta. Elle les avait contactés directement, par des emails rédigés professionnellement, et par un appel de suivi pour l'un d'eux. Elle avait présenté le jugement civil comme un différend familial résolu et suggéré que cela n'avait aucune incidence sur sa capacité professionnelle à l'avenir. Les 2 conversations s'étaient terminées poliment. Aucune n'avait mené à quoi que ce soit. Les réseaux de prestataires avaient accès aux mêmes documents publics que n'importe qui d'autre pouvait consulter, la SARL dissoute, les dépôts du tribunal, le jugement. Les entreprises envisageant de nouvelles relations se posaient des questions, et les réponses disponibles ne l'aidaient pas. Une entreprise gérée professionnellement n'a pas besoin d'accuser qui que ce soit lorsque les preuves écrites existent déjà. Elle décide simplement du niveau de risque qu'elle est prête à accepter. Le monde de l'organisation d'événements dans lequel Chalice avait dépensé 250 000 $ pour entrer devint considérablement plus difficile à parcourir. Pas impossible, mais difficile. Des appels qui auraient pu être retournés rapidement ne l'étaient pas du tout. Des présentations dont elle aurait pu bénéficier par association n'apparaissaient plus. Des conversations se terminaient par de polies promesses de rester en contact. Des rendez-vous ne se concrétisaient pas. Pas de confrontation, pas de rejet dramatique, aucune scène que l'on puisse désigner du doigt pour l'appeler une punition. Juste de l'hésitation, de la distance, des questions qui la suivaient dans les pièces avant même qu'elle n'y arrive. Au même moment, autre chose se produisait dans une autre partie d'Atlanta. Ulla Britton avait déjeuné avec 2 femmes qu'elle connaissait depuis des décennies. Elle avait mentionné que la famille Marrero avait dû faire face à une situation difficile impliquant la nouvelle épouse d'Aldouin. Elle en avait dit très peu. Elle n'avait pas spéculé. Elle n'avait rien embelli. Elle avait exprimé de l'inquiétude pour Rosalind et était passée à autre chose. Elle ne cancanait pas. Ulla Britton n'avait jamais été une commère en 30 ans. Elle était simplement une femme qui disait une chose vraie à 2 personnes en qui elle avait confiance dans une pièce où la confiance avait sa propre façon de voyager. Dès le dimanche suivant, les contours de ce qui s'était passé étaient connus de toutes les personnes d'importance de ce milieu. Pas par moi. Pas par les Marrero publiquement. Juste connus. De la façon dont certaines choses finissent par se savoir dans le vieil Atlanta quand la bonne personne dit la bonne vérité à la bonne table. J'ai écouté tout cela sans poser de questions supplémentaires. Il n'y avait rien à demander. L'architecture s'était complétée d'elle-même sans mon intervention. Et c'était précisément ce que j'avais compris qu'il se passerait lorsque j'avais choisi la patience plutôt que la confrontation à chaque tournant. 3 jours après le 2e appel de Corbin, une petite enveloppe est arrivée à mon bureau. Du papier épais, couleur crème, une adresse écrite à la main. Pas d'étiquette de retour, mais j'ai reconnu le cachet de la poste de Buckhead. Je l'ai ouverte à mon bureau. À l'intérieur se trouvait une unique carte de correspondance. 4 lignes d'une écriture soignée. On pouvait y lire « Nous espérons que l'année à venir sera plus calme pour vous. OM. » Rien d'autre, pas de développement, pas de référence aux procédures ou aux résultats, ni à quoi que ce soit de ce qui s'était passé entre nos familles au cours des semaines précédentes. Juste cette phrase d'un homme qui comprenait que certaines choses s'accordent mieux d'une brève reconnaissance que d'une longue explication. J'ai posé la carte sur le coin de mon bureau et je l'y ai laissée. J'ai pensé à ce qu'il en avait coûté à Atel Marrero pour bien élever un fils, pour bâtir un nom sur 40 ans, pour transmettre ce nom avec soin d'une génération à l'autre, et pour regarder ensuite quelqu'un s'introduire dans sa famille et traiter tout cela comme une ressource à extraire. J'ai pensé à Rosalind classant ce rapport d'antécédent dans le tiroir de son bureau et attendant avec la patience d'une femme qui avait appris que le temps a une façon de confirmer ce que l'incertitude laisse irrésolu. J'ai pensé à Ulla assise à l'autre bout de cette table de dîner du dimanche, finissant son café, ne disant rien. Aucun d'eux n'avait eu besoin que je les dirige. Ils protégeaient ce qui leur appartenait de la même manière que je protégeais ce qui m'appartenait. Nous nous étions simplement protégés contre la même personne. Mon téléphone a sonné en fin d'après-midi. Si. J'ai décroché. Elle m'a demandé comment j'allais, non pas comment l'affaire s'était résolue, ni ce que couvrait l'accord, mais comment j'allais. La question a résonné différemment de ce que j'avais prévu. Dans l'espace situé sous les procédures judiciaires, les séances de médiation, les documents et le jugement, là où une mère garde la chose qu'elle ne s'est pas encore permis de regarder en face.
Je suis resté silencieuse un long moment avant de répondre. La question de dossier est restée avec moi plus longtemps que je ne m'y attendais. Comment j'allais? Non pas l'affaire, non pas le jugement, non pas le calendrier de remboursement. Moi. Je me suis assise avec le téléphone contre l'oreille dans le calme de mon bureau et j'ai essayé de trouver une réponse honnête quelque part sous tout ce qui s'était accumulé au cours des dernières semaines. Ce que j'ai trouvé n'était ni de la dévastation, ni du soulagement. C'était quelque chose de proche de la sensation qui suit un très long effort physique, l'épuisement spécifique d'un corps qui a fait ce qu'on lui demandait et qui est maintenant simplement immobile. J'ai dit à de Cécile que j'étais fatigué. Elle a dit qu'elle le savait. Elle a dit de venir dîner dimanche. J'ai dit que je le ferais. Je le pensais. Le premier versement du remboursement a été crédité sur mon compte un mercredi matin. Je l'ai noté dans mes registres de la même manière que je note chaque mouvement financier, date, montant, source, but. Une ligne dans un tableur. Le jugement exigeait des paiements structurés selon un calendrier défini, et le premier est arrivé à l'heure, ce qui m'a moins surprise que cela aurait pu surprendre quelqu'un qui ne comprenait pas que Chalice avait toujours été précise quant à la mécanique des choses. C'étaient les intentions derrière la mécanique qui avaient échoué. La mécanique elle-même, elle l'avait toujours gérée correctement. 190 000 $ me reviendraient avec le temps. Pas la totalité. Les frais d'avocat en avaient amputé une partie définitivement, et l'écart de 60 000 $ entre ce qui était récupérable et le montant initial que j'avais signé était un chiffre bien réel que je n'avais nullement l'intention de nier. Mais j'avais bâti cette entreprise à partir d'un seul contrat et d'une camionnette à la vitre cassée. Je savais comment combler un écart. J'avais comblé des écarts toute ma vie professionnelle. Un mardi matin, je me suis assise à la table de ma cuisine avec mon café et j'ai ouvert le tableur des salaires pour Mosley Commercial Cleaning. Même table, même tasse, même travail qui m'attendait chaque semaine depuis 30 ans, indépendamment de ce qui se passait dans toute autre partie de ma vie. Le classeur dans le coin contenait des documents différents de ceux qu'il contenait 3 mois plus tôt, parmi lesquels un jugement civil portant la signature de Chali. Mais le travail sur la table devant moi était inchangé, et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Braxton a appelé à 11 h, pas pour parler de tout cela. Il m'a demandé comment j'allais, et je lui ai dit fatigué mais bien, et il a dit qu'il comprenait cette combinaison particulière. Puis il a dit qu'il avait pensé à la succession de notre mère, aux 4 années de silence entre nous, à la question de savoir si 2 personnes avaient laissé trop de temps s'installer sur quelque chose qui ne méritait pas tant de poids. Je lui ai dit que j'y avais pensé moi aussi. Nous avons parlé pendant 20 minutes, plus longtemps que nous ne nous étions parlé depuis des années, peut-être plus longtemps que nous ne l'avions fait en une seule fois depuis l'époque précédant le second mariage de notre père. Cela changeait la géométrie de tout. Quand nous avons raccroché, je suis resté assise un instant, remarquant que la conversation ne m'avait rien coûté, pas de méfiance, pas de vieux griefs remontant à la surface, pas de gestion prudente de ce que je disais ou ne disais pas. Juste 2 personnes qui avaient traversé quelque chose ensemble et qui se parlaient franchement. Cela m'a surprise. Je l'ai accepté. J'ai travaillé tout l'après-midi, examiné 2 renouvellements de contrat, approuvé un ajustement de planning pour l'une de mes équipes de nuit, répondu à une demande d'un directeur d'établissement pour un nouveau compte que je cherchais à obtenir depuis 2 ans. À 16h47, mon téléphone a vibré sur le bureau à côté de mon clavier. Corbin. Un mot, fait. Je l'ai lu. J'ai posé le téléphone face contre terre. J'ai terminé la dernière ligne du tableur de paie, enregistré le fichier et fermé l'ordinateur portable. J'ai éteint ma lampe de bureau. J'ai pris mes clés, j'ai marché vers la porte et je l'ai verrouillée derrière moi. Je suis rentré chez moi.